Est-ce le bon moment pour acheter de l'or? L'or n'est-il pas déjà trop cher? Quelle est la meilleure stratégie pour acheter de l'or? Comment s'y prendre en termes de timing? Voilà sans doute les 4 questions que l'on pose le plus souvent au sujet des métaux précieux. Lorsque l'on regarde la courbe du cours de l'or, a posteriori, tout semble évident. On se dit mais c'était tellement facile, il suffisait d'acheter le creux ici et de vendre là, au sommet du cycle de marché. Comment est-il possible de rater ça? Sauf qu'en pratique, les choses se passent rarement comme ça, y compris pour ceux qui pensent être plus intelligents que le marché. Lorsqu'on se penche sur la littérature financière, on s'aperçoit rapidement que les investisseurs particuliers font en moyenne moins bien que le marché, et ce pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'ils ne savent pas repérer les plus hauts et les plus bas. Et la seconde, c'est qu'ils font trop d'allers-retours. Cumulez ces deux phénomènes et vous arrivez à des particuliers qui sous-performent significativement par rapport au marché dans son ensemble. Alors on pourrait se dire, ok, mais peut-être ce résultat est-il logique? Après tout, ce n'est pas le travail de monsieur tout le monde que de décrypter les messages qui se cachent dans les courbes de prix. Et pour gérer mes arbitrages, peut-être que j'aurais bien meilleur compte à m'en remettre à un professionnel pour battre le marché. Seulement voilà, les gérants de fonds sont confrontés au même problème que les particuliers. En pratique, ça fait 40 ans qu'on sait qu'un gérant professionnel qui réalise en moyenne une performance égale à celle de son indice de référence, retranché grosso modo des frais de gestion de son portefeuille. Alors, on pourrait imaginer que la moitié des gérants fait mieux que son indice de référence et que l'autre moitié se fait battre par son benchmark. Le cas échéant, on aurait une chance sur deux de tomber sur un bon gérant. Cependant, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Sur ce graphique, qui porte sur la performance des fonds actions américains à l'issue du premier semestre 2021 sur différents types de secteurs et sur différentes durées, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et 20 ans, permet de dresser 2 constats. Tout d'abord, en moyenne, tout marché confondu et sans distinction de période, 72,88% des fonds actifs ont sous-performé face à leur indice de référence. Ensuite, au plus la durée de gestion active se rallonge, au plus la sous-performance des gérants augmente. Si bien qu'au bout de 20 ans, ce sont près de 92% des fonds qui ont sous-performé par rapport à leur indice de référence. Et peut-être que les gérants européens, ont plus de succès que leurs confrères américains. Eh bien, pas vraiment. Ou plutôt, pas suffisamment pour légitimer le recours à la gestion active, comme permet de le constater ce tableau issu d'une étude de Standard & Poor's menée sur les fonds européens à fin 2015. Ce qu'on observe, c'est que sur 10 ans, 86,25% des fonds actions Europe ont fait moins bien que leur indice de référence. Pour les fonds orientés actions américaines, c'est même 98,87%. Les résultats deviennent progressivement plus favorables à ces fonds gérés activement lorsqu'on réduit l'échelle de temps. Il faut passer à 1 an pour qu'un nombre significatif de ces fonds arrive à battre leur indice de référence. Alors, à ce stade, on pourrait m'objecter qu'il suffit peut-être d'étudier le marché et de délaisser les gérants qui contre-performent pour jeter son dévolu sur les autres. Eh bien, encore raté, d'une année sur l'autre, ce ne sont pas les mêmes gérants qui surperforment. Autrement dit, particulier comme professionnel, tout le monde est en réalité plus ou moins dans le même bateau. Pour résumer, quand on essaye de battre un indice, notre performance tend à se dégrader dans le temps, et ce qu'on soit un particulier ou un professionnel. On peut avoir un coup de chance et battre le marché une fois ou quelques fois de suite, mais cela a très peu de chances de durer. Il s'agit de constats statistiques, d'une robustesse à toute épreuve. Maintenant, je vous propose de vous poser une question a priori un peu étrange. Et si on demandait à nos amis les bêtes de procéder elles-mêmes à des allocations d'actifs? À votre avis, est-ce qu'on arriverait à de meilleurs résultats ou à de moins bons résultats? C'est la question que s'est posée la télé-réalité norvégienne en 2020. Comme le rapportait à l'époque le journaliste du Financial Times Robin Wigg, une émission de télévision norvégienne a opposé des traders professionnels à un astrologue, des blogueuses beauté et, je ne plaisante pas, des vaches qui chient dans un champ. Et voici le résultat des courses. C'est l'astrologue qui s'en est le moins bien sorti avec une performance légèrement inférieure à celle du marché des actions norvégien. Les gérants professionnels ont réussi à battre l'indice, mais en gros, ils n'ont pas fait mieux que les vaches.
Ce sont les blogueuses beauté qui, avec une performance de 10% sur la période, ont tout écrasé, battant les vaches, les gérants professionnels, l'astrologue et l'indice de référence. Et ce alors même qu'elles ne connaissaient aucune des entreprises qui composaient l'indice. Voilà ce que nous apprennent les dernières tendances de la télé-réalité scandinave. Alors, en fait, il n'y a rien de bien neuf sous le soleil de la planète finance. En réalité, ça fait belle lurette qu'on dispose d'études menées sur des animaux par d'éminents chercheurs et journalistes spécialisés dans la finance de marché. Et ces travaux prouvent qu'en moyenne, un chimpanzé qui choisirait quand acheter et quand vendre en lançant des fléchettes sur un calendrier aurait autant de chances que vous et moi de battre le marché. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Bien, tout simplement pour introduire les notions de gestion active et de gestion passive. En 2 mots, la gestion active, ça consiste à imaginer qu'on est plus intelligent que le marché et qu'on va le battre, comme on dit. La gestion passive, c'est le contraire. On part du principe qu'on n'est pas plus intelligent que le marché et qu'on a meilleur compte à essayer de répliquer sa performance. C'est la logique qui a donné naissance dans les années 1970 aux ETF, ces fonds indiciaires qui proposent une gestion autonome qui réplique automatiquement l'évolution d'un indice, et ce pour des frais dérisoires au regard de ceux pratiqués par les fonds gérés activement. Et forte de ce double avantage, près d'un demi-siècle après sa création, la gestion passive est un immense succès et attire de plus en plus de capitaux. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à cette conclusion temporaire. Si vous êtes un investisseur débutant, que vous voulez acheter de l'or et que vous pensez être suffisamment malin pour battre le marché, alors je vous invite à tenter d'abord votre chance sur un simulateur de trading. Si vous êtes déçu du résultat, ce qui sera probablement le cas de 80% d'entre vous, alors je vous propose de me retrouver dans la prochaine vidéo pour envisager une stratégie alternative qui a fait ses preuves. L'investissement dans l'or physique en gestion passive. À bientôt!